Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Martineau, la fondatrice de Duopreneur. Amélie vit à Abu Dhabi où elle a construit sa vie de femme d'expatriée tout en développant son activité. Elle forme aujourd'hui des Online Business Managers, OBM, ses partenaires stratégiques qui aident les entrepreneurs à structurer et à développer leur business. Dans cet épisode, elle va nous raconter son parcours, ses défis, ses réussites. On parlera d'expatriation, d'équilibre de vie pro-perso, mais aussi de ce que le rôle d'OBM peut apporter aux entrepreneurs qui souhaitent déléguer et grandir sereinement. Un échange inspirant et concret qui va sans doute vous donner des clés, notamment à toutes celles qui se demandent comment avancer dans leur aventure entrepreneuriale, même à l'étranger, même en tant que femme d'expatriés, de militaires, de sportifs, bref, comment se créer une activité d'indépendant. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par le parcours audacieux d'Amélie. Belle écoute. Bonjour et bienvenue Amélie, je suis ravie de t'accueillir dans Les Audacieuses. Bonjour Sandy, Euh, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que toi tu veux bien te présenter avec tes propres mots? Alors moi je m'appelle Amélie, j'ai un parcours scolaire assez classique, plutôt littéraire, licence d'histoire, master en marketing et j'ai fait carrière principalement dans des postes en marketing dans différentes entreprises en France. J'ai pas mal changé pour des raisons de déménagement souvent, mais aussi parce que je trouvais rarement ma juste place dans ces différents emplois. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as souligné, j'habite à Abu Dhabi parce que j'ai suivi mon conjoint dans différentes expatriations et c'est là que mes valises sont posées actuellement. C'est pas ma première expatriation. Avant, j'étais aux États-Unis et c'est pas non plus ma première expérience entrepreneuriale puisque entre 2011 et 2015, après la naissance de ma fille, j'ai vraiment ressenti une perte de sens dans mon travail et j'ai eu envie de créer quelque chose qui me ressemblait davantage. Et donc, j'avais ouvert un dépôt vente éco-responsable que j'ai fini par revendre. Et ce qui m'amène aujourd'hui à ce que je fais, c'est qu'en 2017, on a déménagé aux États-Unis pour le travail de mon mari. Et c'est là que je me suis donné l'autorisation de lancer enfin, j'ai envie de dire, une entreprise à mon image. Et l'aventure du Duopreneur est née comme ça. C'est un joli parcours. Euh, Qu'est-ce que du coup ce changement de vie à l'étranger, ça a provoqué chez toi, tant sur le plan personnel et professionnel du coup? Ben, mon premier grand changement, ça a eu lieu en 2017 quand on est parti à Boston et pendant cette première expatriation, j'ai du coup quitté mon travail, mon dernier travail qui était responsable formation en France. Ça m'a permis en tous les cas de prendre le temps de m'occuper de mes enfants, de les installer, de m'installer aussi. À l'époque, j'avais un fils qui avait 5 ans et donc qui avait moins de 5 ans, pardon. Et aux États-Unis, il faut avoir 5 ans pour débuter l'école publique, donc il était à la maison avec moi. Et très vite, en fait, j'ai vu que ça suffisait pas et que j'avais besoin d'être autre chose que maman à temps plein. Et de toute manière, on avait aussi besoin d'un deuxième revenu. Donc, je m'imaginais pas reprendre un travail salarié dans des conditions comme ça, dans un pays étranger. Je me débrouillais en anglais, mais c'est pas non plus ma langue natale. J'avais des enfants avec des horaires d'école très courts. Mais pourquoi l'école finit à 14 heures? Et puis Ah des oui, c'est vacances scolaires qui reviennent tous les 6 mois. À partir de ce constat-là et de cette vie d'expat à 5000 kilomètres de mon noyau d'aide, j'avais besoin de flexibilité, de travailler de chez moi, de pouvoir m'organiser librement. Donc, en fait, cette première expatriation, ça m'a donné l'autorisation de dire stop. J'ai plus envie de courir sur un métier qui ne me convient pas. Et ça m'a permis en tous les cas de m'autoriser ce temps de recul pour la première fois en fait réfléchir à ma vie. oui, parce qu'en plus, tu étais avec un pays où les façons de faire, la culture, c'est quand même différent, j'imagine, là-bas. Oui, ben alors les États-Unis, c'est pas non plus si dépaysant que ça. Je pense qu'il y a des expatriations qui sont plus challengeantes quand on va peut-être dans certains pays d'Afrique ou certains pays d'Asie qui sont beaucoup moins développés. Mais c'est vrai que trouver un travail salarié quand on parle la langue, mais pas non plus vraiment la langue, qu'on a eu l'habitude d'avoir des emplois de cadre en fait en France, c'est compliqué de retrouver l'équivalent et surtout c'est compliqué d'accepter
de travailler de 9 heures jusqu'à 17 heures et d'avoir 10 jours de vacances dans l'année. Ça correspondait pas du tout, en tous les cas, à ce que je pouvais, en tous les cas, faire avec mes enfants et avec ma manière, en tous les cas, de vouloir vivre cette maternité-là. Oui, c'est sûr. Et du coup, comment t'es venue l'idée de faire le métier d'OBM et ensuite de l'enseigner via Duopreneur? Et du coup, quand j'ai déménagé aux États-Unis, même si j'avais mon fils à temps plein et plein de choses à régler, ça m'a quand même laissé du temps pour réfléchir. Je me suis du coup beaucoup posé la question. C'est la première fois que je me reconnectais un peu à moi. Je savais même pas comment on faisait. Je me suis un peu intéressée au développement personnel et ça m'a ouvert tellement de choses, dont l'entrepreneuriat. Et donc, je me suis interrogée sur qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, qu'est-ce que je sais faire, comment je sais le faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Enfin, toutes ces questions-là que je m'étais jamais vraiment posées puisque j'ai fait des études, une carrière, tout s'est enchaîné comme ça sans vraiment que je me pose la question. Et j'avais envie de créer quelque chose, mais je voulais quand même créer quelque chose qui repose sur des compétences que j'avais déjà, qui étaient des compétences en marketing, en gestion de projet, en management d'équipe principalement. Je me voyais pas en fait tout recommencer de zéro, partir sur une formation longue ou investir un rein alors que j'avais déjà dû vendre le premier pour pouvoir m'installer aux États-Unis. Donc il m'en restait plus beaucoup à vendre. Voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, OK, je peux me lancer sur les compétences que j'ai. J'avais un référent entre consultant marketing, qui semblait un peu naturel par rapport à mon parcours. Et en même temps, j'avais pas envie de me spécialiser dans un seul sujet, dans une seule expertise. Et puis, je dois te dire que je manquais aussi de confiance et de légitimité pour assumer cette casquette de consultante. Et je suis tombée sur le métier d'assistante virtuelle qui me semblait intéressant parce que c'est un métier très pluridisciplinaire avec de l'opérationnel parce que j'ai toujours aimé allier la stratégie et l'opérationnel, mais je sentais que c'était pas exactement ce que j'avais envie de faire et que j'allais être limitée en tous les cas dans ma manière d'aimer travailler, qui a besoin d'une vue globale de la situation. Donc j'ai lancé un petit mix de ça que j'ai appelé Duopreneur par un jeu de brainstorming avec moi-même. J'ai commencé à offrir mes prestations et par le hasard des rencontres, notamment sur différents groupes Facebook aux États-Unis, j'ai découvert que le rôle que je semblais avoir auprès de mes clients, ça s'appelait en fait Online Business Manager. Mais j'ai préféré garder mon terme de duopreneur parce que je trouvais qu'il était plus représentatif de ma vision, tout simplement. Ouais, de travailler en binôme du coup. Exactement. Alors, on connaît de plus en plus le métier d'assistante virtuelle, assistante digitale, mais OBM, ça reste encore un peu flou. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu simplement la différence et quelles sont les missions qui vont se rapprocher du métier d'OBM? Oui. Alors, la duopreneur, le duopreneur, l'OBM, c'est en fait, on pourrait appeler ça un copilote ou un partenaire à la fois stratégique et opérationnel pour un entrepreneur. Et on va prendre en charge pour lui la gestion des opérations. Donc, c'est toute la mise en place de systèmes, la gestion de ses projets, la gestion de son équipe et le suivi des résultats. Et on va aussi le soutenir dans la stratégie. Et en fait, la différence, c'est que là où l'assistante digitale, elle est en premier responsable des tâches qui lui sont confiées à elle et uniquement de ces tâches, l'OBM, dans une équipe, elle va prendre en charge la responsabilité de toutes les personnes et de toutes les tâches et coordonner l'ensemble de ces tâches et l'ensemble de ces personnes. Et en fait, il y a une vraie complémentarité avec les deux métiers. Et, et c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait une hésitation, en tous les cas, sur la différenciation de ces deux rôles, parce que c'est vrai d'une personne à l'autre, selon son parcours, selon ses envies, selon son expérience et selon le client aussi avec lequel on travaille, il peut y avoir des choses qu'une assistante fait et qu'une OBM fait et pas très séparées. Et j'ai envie de dire, l'une, l'assistante, est davantage centrée sur l'exécution et l'autre, l'OBM, est plus sur de la gestion du management. Ok, c'est un peu plus clair, merci. Du coup,
Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi en tant que femme et en tant qu'entrepreneur, le fait de te lancer à ton compte? Euh, alors, je pense que me lancer à mon compte, mais me lancer à mon compte dans une profession comme ça, de prestataire de service, puis de formatrice, et de travailler dans le monde du digital, à distance, et donc d'accueillir quelque part mes clients chez moi, parce que j'ouvre mon Zoom, et là, aujourd'hui, je suis dans un bureau, mais j'ai commencé mon activité de duopreneur en 2018 dans un petit coin de ma chambre. Ça m'a appris en fait que c'était OK de pas tout cloisonner. Avant, j'avais ma vie de cadre, ma vie de maman, et tout était cloisonné. Je faisais attention de pas tout mélanger. J'étais très stricte sur ça. Et comme aujourd'hui, mes clients rentrent chez moi, il y a des jours où je suis pas maquillée parce qu'ils m'appellent avec une urgence et donc je dois sauter sur Zoom dans les 10 minutes. Ou où j'ai même cette anecdote où mon fils s'est présenté un jour tout nu sans savoir que il était dans le champ de la caméra parce qu'il trouvait pas son slip. Donc j'ai appris effectivement à me dire ok, c'est pas très grave, on peut pas tout cloisonner. Et finalement, bref, c'est des anecdotes du quotidien, mais l'entrepreneuriat pour moi, et en tous les cas cet entrepreneuriat-là que je vis très différemment de ma première expérience entrepreneuriale, c'est une véritable expérience de développement personnel. Ça m'a tellement permis d'apprendre sur moi, sur ma façon de fonctionner. Euh, j'ai compris pourquoi je m'ennuyais dans certains postes. Et je me suis aussi vraiment, quand je parle de développement personnel, je me suis vraiment, vraiment autorisée à être davantage moi, à me montrer plus vulnérable, à pas avoir honte de ma sensibilité, qui était plutôt quelque chose de compliqué dans ma vie de salarié avant, où on avait quand même besoin de porter un masque. Euh, et de pouvoir me sentir aussi bien à l'aise, en tous les cas, de parler, je sais pas, de rituels de purification et de tableaux de bord financiers dans la même conversation avec les mêmes personnes. Donc, ça m'a vraiment ouais, permis d'accueillir avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance toutes ces parties de moi et ces parties de ma vie. C'est comme si toute ma vie aujourd'hui était réconciliée dans ce projet entrepreneurial. Et en plus, tu continues d'apprendre puisqu'on apprend tout au long de cette aventure finalement. J'adore vraiment apprendre tout le temps. C'est juste, c'est un émoteur, hein, et c'est vrai que au début, j'avais un peu honte de cette image rat de bibliothèque, et en me disant, je suis la bonne élève, j'adore apprendre, j'adore faire tout ça. Et finalement, j'ai appris que des choses comme ça, tout à l'heure je parlais de ma sensibilité, mais c'est la même chose, cet aspect un peu intellectuel qui que j'avais plutôt envie de cacher parce que j'ai l'impression que ça me desservait en tous les cas dans ma carrière salariale. Aujourd'hui, je peux vraiment les exploiter parce que j'ai appris à accepter et à accueillir avec du coaching évidemment toutes ces facettes de moi-même. Mm, mm. Oui, mais je suis d'accord. Il faut s'accepter. Quand tu as lancé l'activité duopreneur, j'imagine que tu as eu des défis. C'est quoi ton plus gros défi et comment tu l'as surmonté? Oh oui, et alors je pense que il faut une telle résilience quand même quand on est entrepreneur. c'est, c'est juste. Alors, je pense que le premier défi, c'était de m'autoriser à lancer ce projet et en croire à mon projet. Parce que tu sais, quand on se lance, on a toujours l'image, enfin les autres qui nous veulent du bien, notre entourage en tous les cas, qui nous renvoie un peu ces peurs qui nous appartiennent pas. Donc il faut savoir faire le ménage dans tout ça et puis être ouais, oser faire, oser se dire que c'est une bonne idée, que tant pis si personne comprend en fait ce qu'on fait au quotidien et que tant pis si on échoue à un moment, c'est pas grave et d'avoir cette confiance que je recommencerai tout. J'ai toujours retrouvé du travail, j'ai toujours rebondi, donc j'ai cette confiance-là. Et le deuxième défi, ça a été quand j'ai basculé mon activité, quand je suis passée de prestataire de service à formatrice en parallèle. Euh, Là, j'ai dû beaucoup travailler et heureusement que j'ai été très bien accompagnée en coaching sur ma légitimité, qui je suis, moi, pour m'autoriser à former d'autres femmes à faire ce métier-là. Je suis pas la meilleure OBM, je suis peut-être pas la meilleure formatrice, mais j'ai une mission qui est de transmettre et d'accompagner et il faut que j'accepte cette mission-là. Donc j'ai eu besoin de détricoter pas mal de barrières en tous les cas.
Mais du coup, les résultats et les retours clients te permettent aujourd'hui d'attester que tu es une très bonne formatrice. Ouais, je suis nourrie en tous les cas par cette activité. Et quand je me recule et que je vois que j'ai accompagné presque 200 personnes dans leur projet de reconversion, et au-delà des chiffres et des carrières que ça leur a permis de créer, il y a ce que ça a changé fondamentalement chez elles, des sorties de burn-out, des reconnexions avec leur nature profonde, des connexions comme jamais entre elles, elles auraient pensé, beaucoup d'assurance retrouvée. Enfin, c'est juste incroyable ces parcours de transformation en plus de l'expertise métier qu'elles sont en train d'apprendre en tous les cas dans l'accompagnement. Oui, c'est des vraies évolutions. Et Ouais. justement, c'est quoi selon toi, du coup, les qualités clés qu'il faut avoir pour faire ce métier d'OBM, pour celles qui s'interrogeraient en nous écoutant ou en nous regardant? Alors déjà, si t'aimes pas, si quand je te dis des verbes comme ça, t'as peur ou tu te dis oh je peux pas, genre organiser, planifier, coordonner, conseiller, guider, ça fait partie de nos verbes au quotidien. Je pense qu'il y a aussi une certaine forme de leadership. Parce qu'on est quand même obligé d'avoir une posture de leader parce qu'on va accompagner une équipe, on va accompagner un client dans la croissance de son entreprise. Je note aussi dans les personnes que j'accompagne une vraie intelligence relationnelle et émotionnelle. On sait écouter, on sait comprendre, on sait relier les choses entre elles. On détecte les signes, les failles, ce genre de choses qui nous permettent ensuite d'optimiser la machine. Et puis, un truc aussi qui revient souvent chez nous, c'est que quand un client nous présente une grande image, son grand projet du moment, et ben nous, on est capable en tous les cas. euh, Lui, il sait pas comment y aller, il sait pourquoi il veut faire ça et ce qu'il veut avoir, mais il sait pas forcément comment y aller. Et nous, on sait immédiatement comment y aller. C'est-à-dire que dans notre tête, ça se découpe le chemin en étapes concrètes, en tâches, etc. Donc ça, c'est un super talent chez nous. Découper les grands projets en petits pas pour gravir la montagne. Exactement, exactement. Et c'est Alors tellement plus pour eux, facile pour nous de le faire pour les autres que pour nous-mêmes. c'est Donc ça, ça fait partie exactement. Ça, c'est des une choses. réalité. C'est vrai. C'est le cordonnier toujours le plus mal chaussé, comme on dit. Toujours. Pour revenir un petit peu à toi, comment tu fais aujourd'hui pour concilier ta vie de maman, ta vie d'expatriée, ton rôle d'entrepreneur? Comment tu fais pour concilier tout ça? Voilà, je culpabilise tellement sur ça. J'ai un bon exemple en ce moment, pour tous les cas. Écoute, quand je travaillais uniquement comme OBM, comme duopreneur prestataire de service, avec deux, trois clients réguliers, c'était assez simple. J'avais une routine régulière, stable. Tout ça, j'aime bien la routine, la régularité. Même si j'ai besoin de liberté. Mais il y avait effectivement des périodes de rush, mais elles duraient rarement plus de 15 jours et je pouvais vraiment m'organiser. Aujourd'hui, dans mon activité de formatrice, l'équilibre, je dois t'avouer qu'il est plus fragile. Donc, j'avance à mon rythme en acceptant que je vais pas aussi vite que d'autres entrepreneurs qui ont pas d'enfants ou qui ont plus de moyens, plus de réseaux, plus de soutien. Euh, voilà, c'est un fait, il faut l'accepter, sinon ben, ça te rend malade tout le temps. Et puis aujourd'hui, j'ai cette chance de me dire et d'avoir une organisation qui est assez agile et qui évolue en même temps que mes enfants grandissent. Quand ils étaient plus petits, je devais être là dès la sortie de l'école, sinon ben, ils ne les laissaient pas sortir du bus à 2h30. Et aujourd'hui, ils sont au collège ou au lycée, ils sont plus autonomes, ils sortent tout seuls du bus à 16h30 et c'est pas dramatique pour eux s'ils m'attendent pendant 30 minutes en faisant leur truc de leur côté. Je regarde pas trop s'ils font la tablette, mais j'imagine qu'ils sont sur leur tablette. Et puis voilà, et aujourd'hui, effectivement, j'ai des périodes très intenses, donc je travaille assez tard le soir, mais c'est comme ça. Et je pense que là où j'ai encore un travail à faire, c'est de pas me rendre malade si il y a le linge qui sèche depuis la veille dans mon salon. Ah Euh, oui, ça arrive ça, c'est pas
ou que j'envoie un petit message sur WhatsApp à ma fille parce que je suis à 18h30 en réunion alors que j'étais censée finir à 17h30 et que il y a rien à manger et que je lui demande de faire une purée mousseline à l'arrache. Alors que moi, j'avais prévu sur mon menu de la semaine de faire un petit saumon en papillote aux petits légumes de printemps. Donc, à un moment, il faut aussi choisir ses combats. Exactement. Et c'est très bien, ça nous apprend à être flexibles, à nous lâcher la grappe un peu et à pas Exactement. vouloir être parfaite. Et je pense qu'on a des profils assez comme ça, hein? À Ouais, vouloir être comme ça. parfaite dans tous les domaines, à vouloir tout cadrer. Et effectivement, je trouve que ça nous apprend à être plus souple envers nous-mêmes en priorité. Absolument. Et à montrer Absolument. aussi aux enfants que c'est pas parfait et c'est OK. Ouais, c'est OK. Ben, c'est la preuve ce matin, mon linge, il sèche encore parce que j'avais cette priorité dans ma vie d'entrepreneur de communiquer sur Instagram. Donc, à un moment, il faut faire le choix. Normalement, ma routine du matin, c'est de ranger tout ce qui traîne dans la maison. Et aujourd'hui, j'étais dans une période de rush où ma priorité, c'était de communiquer sur un événement qui était vital pour la santé de mon entreprise. Donc, le choix est fait. Et puis, c'est pas grave, le linge, il sera très sec demain. Exactement, c'est pas grave. Le fait d'habiter à l'étranger, est-ce que ça change ta façon de faire de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a modifié ta façon de travailler? Est-ce que tu es au contact des gens en local? Est-ce que tu fais partie de réseaux? Comment ça se passe ta vie? Ou est-ce que c'est vraiment, en fait, tu travailles dans ta bulle depuis chez toi avec ben, les pays francophones, j'imagine, et du coup, tu vis à l'étranger dans ton quotidien. Comment ça se passe ta vie? C'est la Oui. curiosité. Alors oui, moi je travaille avec des clients francophones. Déjà, quand j'étais juste prestataire de service, je travaillais qu'avec des clients francophones. Donc, la plupart de mes clients que j'ai accompagnés comme OBM, je les ai pas rencontrés. Euh, du coup, ce que j'aime dans mon quotidien, en tous les cas, d'habiter à l'étranger, c'est le décalage horaire. Mais c'est juste incroyable le décalage horaire. Ça veut dire que je peux travailler à des moments où mes clients sont pas connectés. Mais quel bonheur de pouvoir réfléchir dans le calme et dans le silence. Ça, c'est un premier truc que j'adore. Ah oui. Euh, et après, je dois te dire, mais je pense que c'est lié aussi à ma personnalité. Euh, je suis pas très entourée. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, j'ai fait ce choix cette année de rejoindre un mastermind euh, où la plupart des rendez-vous sont en France parce que justement, il y a une vraie solitude, en tous les cas, dans mon quotidien d'entrepreneur. Euh, oui, effectivement, là, j'ai rejoint des réseaux d'expats, de femmes expats entrepreneurs. Ça me fait du bien de les rencontrer, mais c'est pas un réseau où il y a que des profils d'entreprises comme les miens. Il y a toutes sortes de profils avec des entreprises artisanales qui gagnent très peu d'argent et des femmes entrepreneurs qui sont à la tête de grosses entreprises implantées localement, du coup avec une clientèle différente, une stratégie business différente, des enjeux différents. Donc c'est plutôt chouette d'échanger avec elles, mais ça me soutient pas dans le développement de mon activité. Donc il y a des points positifs. Ça te permet de travailler différemment. Ça te permet d'avoir aussi une vraie ouverture d'esprit parce que tu n'es pas confronté dans ta vie de tous les jours aux mêmes références, à la même culture. Et ça m'aide aussi dans la manière de d'échanger aussi et de former mes clientes parce que je me dis souvent que j'ai effectivement une mission de les ouvrir à un nouveau métier, mais j'ai aussi cette mission de les ouvrir au monde. Donc, toutes ces choses que je vais glaner de l'intérieur, soit dans mon mastermind d'entrepreneur, soit dans mes échanges personnels avec d'autres nationalités, ça me permet de nourrir tous ces échanges-là. C'est chouette. Ça me donnerait presque envie, mais non. Pour une femme qui hésite à se lancer, quel conseil tu lui donnerais euh, pour pas mettre sa carrière et son envie de se lancer de côté? D'oser, parce qu'en fait, le vrai risque, c'est de rien changer. On croit que se lancer, ça comporte un risque. Oui, c'est vrai, il y a quand même un petit risque, mais rester dans une situation qui ne nous correspond pas, c'est souvent encore plus dangereux. On va frôler le burn-out, des problèmes de santé, on va être un mauvais exemple aussi pour nos enfants, on va être absente à la maison, désengagée.
Je pense que le risque, en tous les cas, est plus important. Et puis c'est pas très grave que ça marche pas du premier coup. Moi, je suis persuadée que dans toutes les expériences, personnelles ou professionnelles, il y a toujours un apprentissage à faire et qu'il y a toujours un message ou un cadeau derrière cette expérience, que ce soit une expérience positive ou une expérience négative. Donc, juste oser, avoir l'audace. Ouais, c'est bien, c'est joliment dit. Selon toi, les erreurs que les entrepreneurs devraient, euh, pourraient faire pour éviter de se planter dans la délégation ou dans la structure de leur activité. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner? On Je pourrait sais faire une masterclass d'1 heure, je pense. comment, je sais, je sais. C'est pour ça que je sais que c'est un sujet. La première chose, je pense que c'est d'être au clair avec leur vision, d'être au clair avec cette vision pour pouvoir ensuite la communiquer avec les personnes avec lesquelles ils vont travailler. Qu'est-ce qu'elles veulent accomplir? Pourquoi est-ce qu'elles veulent accomplir ça? Ça permet en tous les cas de mobiliser fortement les personnes avec lesquelles on travaille, d'autant plus lorsque c'est des partenaires freelance qu'on veut vraiment engager en tous les cas dans le projet d'entreprise. S'assurer aussi que quand elles souhaitent déléguer, elles ont quand même la trésor pour pouvoir passer cette étape-là. Effectivement, on délègue pour aller chercher plus de croissance, mais il ne faut pas non plus se mettre en danger en se disant qu'on est trop stressé, qu'on n'a plus qu'un mois de trésor d'avance. Donc, vérifier quand même qu'on est quelques mois de trésor d'avance pour pouvoir absorber ce coût de délégation, parce que le résultat va pas être immédiat, en tous les cas, le temps que la délégation se mette en place. C'est pas du jour au lendemain que l'entrepreneur va faire plus d'actions de vente parce qu'il aura délégué la réponse à ses emails. Il y a un temps d'onboarding et d'accueil et de formation. Et ça serait chouette que j'en mette un troisième conseil, c'est bien les triptyques. Ah oui, et aussi, quand on veut déléguer et qu'on accueille quelqu'un, des fois, j'accompagne des entrepreneurs qui cherchent une OBM pour les aider dans la réflexion sur la structuration de leur équipe et leur organigramme. Et ils me disent, la collaboration n'a pas fonctionné. Mais en fait, quand on creuse, c'est pas tant que la collaboration n'a pas fonctionné, c'est qu'en fait, ils se sont pas posé la question en débutant la collaboration, qu'est-ce qui ferait que cette collaboration sera réussie? Donc, ils avaient des attentes qui étaient différentes de celles du collaborateur qui venait de recruter. Et vu qu'il n'y avait pas d'indicateurs très précis, ça peut être des indicateurs quantitatifs, mais aussi des indicateurs qualitatifs, ben, la collaboration, on ne peut pas se dire si elle est réussie. Donc, réfléchir ça avant et surtout en parler très ouvertement avec la personne qu'on a. Comme ça, elle sait où elle va, en fait. Exactement, exactement, parce que sinon, c'est compliqué de satisfaire les deux parties si on n'a pas exprimé clairement quelles étaient les attentes et les enjeux. Mm. Moi, je rajouterais aussi de dire que une collaboration, le temps que les process soient bien intégrés, que ce soit fluide, que la communication entre les deux personnes soit aussi fluide, parce qu'on apprend à communiquer avec une personne, avec un canal de communication où on va s'adapter. Et le temps que la confiance se mette en place, j'ai pu noter que c'était à peu près 3 mois. Est-ce que tu confirmes? Oui, oui, exactement. Il y a surtout quand on est là, quand on parle de freelance qui sont vraiment des cœurs d'équipe. C'est le cas pour une assistante, c'est le cas pour une OBM, des personnes en tous les cas qui sont au quotidien quasiment avec un client. Il y a des choses à en mettre en place. Il faut. C'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un, tu vois, il y a une phase où on se courtise, on apprend à se connaître, on apprend à communiquer ensemble et on apprend à voir si ça match ou pas. Donc, tout ça, effectivement, ça se met en place progressivement et ça peut prendre 3 mois complètement, complètement le temps que chacun soit autonome et retrouve sa place. Bon, on a les mêmes références. Je prends l'image de la rencontre et du couple aussi, donc ça me va bien. Si une audacieuse nous écoute et se dit, bah tiens, ça me donnerait envie de me lancer en tant qu'OBM, pour toi, c'est quoi le premier pas concret qu'elle devrait poser dès aujourd'hui? Et ben, rejoindre la Duopreneur Academy, Et du coup, elle ça fait lui comment? ferait gagner du temps, du professionnalisme, un cadre. Non, mais blague à part, effectivement, c'est une bonne option. Mais sinon, je pense que
Un des trucs que je fais travailler, moi, aux personnes qui rejoignent la Duopreneur Academy ou en masterclass quand je présente le métier, pour que les personnes se rendent compte qu'elles ont déjà beaucoup de compétences, même si elles en ont pas conscience, en fait, parce qu'elles font des choses très naturellement. Elles ont déjà beaucoup de qualités, de talents, de compétences, d'expériences qui peuvent être directement transférables et donc peut-être de les identifier et de les mettre en valeur. Et peut-être que, par exemple, elles auront déjà fait de la gestion de projet et elles peuvent commencer à en faire profiter un premier client, même sur une petite collaboration, tout en continuant à acquérir au fur et à mesure les autres compétences en se formant ou en continuant d'autres collaborations. Et puis, avoir cette audace de trouver un client qui serait potentiellement OK de la laisser expérimenter ça, cette montée en compétences, cet apprentissage en tous les cas du métier. C'est vraiment une chance de pouvoir s'entraîner en conditions réelles avec un vrai client sur une phase test. Qui souvent est content parce qu'il sert de cobaye, mais il sait que ça lui sert, donc tout le monde y gagne dans cette idée. Exactement, exactement. Parce que le client, il va savoir qu'on est 100% dédié à cette collaboration. Alors après, ça n'empêche pas, et moi c'est ce que je dis aux filles, hein, ça n'empêche pas de quand même mettre des limites à cette collaboration, de faire comprendre aux clients quel serait, si jamais on fait un tarif préférentiel, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tous les cas, si on décide cette route-là, de bien faire comprendre quel serait le tarif de cette collaboration normalement, que c'est vraiment un cadeau qu'on lui fait, et aussi de mettre les limites, c'est-à-dire on va pas être 100% de son temps ni pendant un an à travailler pour lui à ce tarif-là. C'est pour mettre en place tel projet, ou c'est pour faire un audit, ou c'est pour mettre en place un système pendant 3 mois. Donc être très clair en tous les cas sur ce qu'on attend de cette première collaboration. Ouais, bah c'est parfait. C'est quoi ta plus grande fierté depuis que tu as lancé Duopreneur? Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est euh, d'avoir suivi mon envie depuis le début. J'ai envie de transmettre. Quand j'ai débuté mon activité, je l'ai débuté, mais parce que j'adorais ça, mais surtout en mode enquêtrice, testeuse. Et donc, je voulais tester, modéliser ce que je faisais, apprendre tout ce qui se faisait et l'optimiser en tous les cas pour faire vraiment ma méthode et la transmettre. Et donc, cette fierté-là, en tous les cas, c'est d'être allée au bout de ce projet et d'avoir accompagné aujourd'hui presque 200 personnes, des femmes principalement, ambitieuses, curieuses, généreuses à créer une activité à leur image. Et, euh, et surtout, on parlait de la solitude, hein, de l'entrepreneuriat tout à l'heure, mais cette solitude, elle est aussi réparée par la belle communauté de duopreneurs que j'ai su créer avec des belles valeurs. Et je m'autorise à demander aux personnes qui sont dans la Duopreneur Academy ou dans les accompagnements après de me conseiller aussi sur mon activité. Et des fois, je leur demande, j'ai un souci là pour organiser mon notion. Est-ce que quelqu'un veut réfléchir avec moi? C'est vraiment chouette de se dire que il y a T'as cette une communauté d'entraide dont je profite aussi. Ouais, mais parce qu'on apprend toujours des uns et des autres en fait. Et ça, c'est chouette. C'est une belle image. Euh, Si la toi d'aujourd'hui devait écrire une lettre à la toi d'avant, tu lui dirais quoi? Petite Ah, fille, ou avant de partir en expat, mais avant de vivre toute cette aventure qui a changé ta vie, en fait, tu lui dirais quoi? c'est dur ça. Du coup, ça me rend émotive. Peut-être que, en fait, elle a des ressources insoupçonnées. J'ai toujours été quelqu'un de très discret, de très humble. Je suis toujours très humble et très discrète. Je confirme pour ta part. Mais c'est pas facile pour moi de me rendre compte de la valeur que je peux apporter aux autres. Et du coup, ouais, de me dire que cette expérience-là,
ça va révéler des ressources que je soupçonnais pas chez moi, que j'étais déjà en fait une battante depuis tout le temps, je savais rebondir depuis tout le temps, que malgré mon côté introverti, j'ai toujours su recréer des liens dans les différentes destinations où j'ai pu atterrir. J'ai réussi à installer des enfants dans une vie qui est plutôt agréable pour eux. J'ai réussi à comprendre comment fonctionnait une société dans différents pays. Je réussis aujourd'hui à conduire une voiture à 140 sur des autoroutes à 8 voies, alors que jamais, lorsque j'étais en Haute-Savoie, je me disais que j'allais pouvoir le faire. Et c'est la même chose quand je suis arrivée en Haute-Savoie. J'ai conduit sur la neige, sur des routes de montagne, alors que à Paris, je me disais jamais j'arriverai à le faire. Donc c'est ça, c'est se dire que quand on est face à la situation, on arrive à trouver en soi les ressources. Et j'aimerais lui dire ça, c'est qu'à chaque fois qu'une difficulté s'est présentée, j'ai su me donner l'espace de trouver la ressource et ça a tout changé dans mon... Eh ben, c'est moi que tu vas rendre émotive. Non, c'est beau. Euh, Bah, du coup, quelle audace t'aimerais inspirer aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Bah, La même chose. de se lancer, même si elles sont introverties, réservées, qu'on leur a dit toujours qu'elles étaient trop généralistes, trop sensibles, ou pas assez spécialisées, pas assez expertes, pas assez politiques pour être reconnues dans une profession. Ouais, c'est ça, c'est inspirer en tous les cas et leur dire que ce parcours-là, il est possible. C'est possible de créer une activité à son image, d'avoir de l'impact à son niveau. Et même si l'ambition, c'est pas de devenir millionnaire ou d'avoir une énorme communauté de fans et de faire des TikTok toute la journée, en fait, que chaque ambition est légitime. Et ça, c'est quelque chose que j'accompagne beaucoup dans les personnes que j'accompagne à se reconvertir, c'est que celle qui veut gagner 1 000 € et faire un side hustle, une activité en parallèle, parce qu'elle fait du homeschooling ou parce qu'elle veut pas quitter ce que ça lui apporte le salariat, elle est aussi légitime que celle qui a cette ambition de créer une agence d'OBM pour dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de petits rêves et on n'est pas là pour juger les projets et qu'on a toutes quelque chose à apporter, quoi. Ouais. Bon, on va arriver aux dernières questions un peu lifestyle et autres. C'est quoi ta routine au quotidien? Ma routine de toute ma journée. Si t'en as, ouais, si t'as des routines pour te mettre en route ou pour bien te coucher ou est-ce que t'as des routines lifestyle pour essayer de trouver ton équilibre un peu, même Alors, si le linge sèche encore et que c'est ok. euh, je me suis rendu compte à un moment que j'étais beaucoup dans le silence. Et ça, c'est une coach qui m'en a fait rendre compte. Donc, en fait, aujourd'hui, je mets de la musique parce que sinon, je suis dans le silence toute la journée. Donc, j'ai plusieurs playlists en fonction des moments de la journée. Et j'ai une musique aussi qui me permet de me dire, ça y est, c'est le moment de se mettre au travail parce qu'on a vite fait de laisser passer 2 heures et de pas de se mettre au travail quand on n'a personne à côté de soi. Donc, j'écoute une musique d'un film The Greatest Showman qui s'appelle This Is Me. Quand j'écoute cette musique, je sais qu'il faut me mettre à travailler. Et puis quand je me sens trop tendue ou quand je sais que j'ai un rendez-vous important, eh ben j'ai un petit trampoline. J'ai découvert ça dans un séminaire de Tony Robbins. Et donc j'ai un tout petit trampoline et ça me fait du bien. Je vais faire 2, 3 sauts. Ça permet de recirculariser, de faire recirculer le sang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis ça me redynamise parce que tu vois, quand on reste pendant 2 heures assis, à un moment, faut aller bouger un petit peu. Et des fois, on n'a que 3 secondes entre chaque réunion. Ah oui, puis d'ailleurs, on parle d'assis. Une de mes routines qui a changé aussi, c'est avoir un bureau debout ou assis. Et ça change complètement ma posture. Donc, j'alterne les positions dans la journée. Ouais, je fais comme toi. Je travaille debout la première partie. Quand je sens que je fatigue, je passe sur le ballon et après sur ma chaise ergonomique. Mais du coup, ça me permet de varier les postures. Alors moi, je fais pas de trampoline, mais c'est très bien pour le système lymphatique aussi et pour le périnée, mesdames. Ça, j'avais lu que c'était très bien pour le périnée. Donc, ça a plein de vertus, le trampoline. C'est un peu comme la corde à sauter, je crois. Peut-être, mais c'est plus facile, hein. Il y a moins de coordination. J'avoue, c'est sûr, c'est sûr.
Est-ce que tu as un livre, un podcast ou une ressource que tu recommanderais à celles qui nous écoutent? Quelque chose que tu aimes bien partager, tu aimerais nous partager? Il y a un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est le sujet du leadership, parce que je pense que on a une vision très négative du leader, peut-être parce qu'on a vécu des choses difficiles des fois dans sa vie salariale avec un chef-faillon, qui était plus un chef-faillon qu'un leader d'ailleurs. Et moi, je partage beaucoup la notion de leadership de service dans mes partages. Et donc, dernièrement, du coup, comme je me suis intéressée à ce sujet-là, j'ai lu un livre de Patrick Lencioni, je ne sais pas comment on prononce, sur le leadership. Je l'ai lu en anglais, mais peut-être qu'il existe en français. En anglais, ça s'appelle The Motive, ça veut dire le motif. Et en fait, ce qui est chouette dans les livres de Patrick Lencioni, c'est que c'est un peu des romans. Mais donc c'est une situation romancée. Là, en l'occurrence, c'est une discussion entre deux chefs d'entreprise qui ont deux pratiques différentes de comment ils gèrent leur entreprise et comment surtout ils managent leurs équipes. Et à partir de ces situations très romancées, ça permet de tirer en tous les cas des pistes de réflexion pour soi-même, pour son entreprise. Et aussi, il donne des solutions qui sont très concrètes pour changer son approche. Donc moi, j'aime bien les livres un peu comme ça. Ouais, c'est sympa. Est-ce que tu as une citation ou un mantra? Je te demande pas la musique parce que tu nous as dit celle qui te met au travail, qui t'accompagne dans tes moments peut-être de doute ou au quotidien quand tu as envie de te redonner de l'élan. Bon, c'est là il faut se dire que il n'y a pas de honte, il faut tout assumer. En fait, j'ai une citation et ceux qui écoutent le podcast et qui regardent pas la vidéo verront pas, mais moi en tous les cas juste en face de moi et là je la vois, c'est sur un panneau, tu sais les petits panneaux en bois où on met des lettres comme ça Oui, dans des quand tu strips. les ranges. Ouais. Exactement. Et donc j'ai une citation où c'est écrit I can, I will, I must. Et je dois t'avouer du coup d'où vient cette citation, c'est d'une série Netflix sur Mais il n'y a pas de honte, hein. une équipe de cheerleaders aux USA, les Navarro. Et donc, c'est ce qu'elles disent avant de rentrer sur le terrain de foot. I can, I will, I must. Et donc, cette citation, je l'adore, elle me porte. Je suis pas une cheerleader, mais en tous les cas, j'aime beaucoup la puissance que ça me confère. Et en fait, c'est pour dire, I can, je peux. Donc, j'exprime vraiment cette conviction de pouvoir accomplir quelque chose. I will, ça veut dire je vais y aller. Que là, vraiment, je me dis, ben, j'ai pas de choix. J'ai cette détermination, en tous les cas, et cet engagement à passer à l'action. C'est toujours cette étape qui est un peu difficile pour moi. Le I will, je vais y aller, je passe à l'action. Et puis, I must. Et là, je me dis, c'est obligé que je réussisse. C'est obligé que je mène à bien ce projet-là ou cette tâche parce que ça reflète cet engagement envers moi-même et un sens du devoir qui est important chez moi. Ben, c'est joli et il n'y a pas de honte à avoir. Vive les cheerleaders en plus. Si tu avais un objet ou une habitude que tu voudrais garder, ce serait quoi? Je suis pas très attachée aux objets pour tout te dire. Une petite habitude de mon quotidien. J'aime bien ce moment le matin quand c'est un peu l'agitation, tout le monde court partout. Aujourd'hui, j'ai cette chance que mes enfants se préparent tout seuls. J'aime bien en fait sortir dehors. Bon, il y a des jours où il fait 45 degrés, je peux pas, mais en général, je peux la plupart du temps, surtout à 6h30 du matin. Sortir dehors avec mon chat au lever du soleil. Et j'aime ce moment en fait que je m'accorde juste à faire un tour dehors, à le regarder, à regarder les plantes, les arbres, écouter les oiseaux. C'est un moment qui me fait du bien. Beau démarrage en douceur. Exactement. Exactement. Et quand les jours vont bien, je ne regarde pas mon téléphone avant. Et je vois que quand je commence à regarder mon téléphone avant de m'être accordé ce temps d'observation, de contemplation, si on veut, eh ben, c'est plus du tout pareil. Ouais, ouais, c'est vrai. On le dit, hein, qu'il faudrait ne pas regarder son téléphone dans la demi-heure, dans la première heure du lever pour pouvoir vraiment être connecté à soi, à ses envies et pour pouvoir démarrer avec son énergie et pas se laisser forcément happer par l'énergie des autres, des réseaux sociaux et autres. Et c'est vrai, c'est très vrai. Moi, je le vois aussi, ça peut jouer sur toute l'ambiance de la journée derrière.
ça peut. Ma dernière question, un rêve un peu fou que tu aimerais concrétiser pour tes prochaines années? Cette année, j'ai organisé un événement avec une trentaine de personnes de ma communauté en présentiel à Paris. J'ai trouvé l'expérience super chouette. Donc, si je voulais aller plus loin et activer cette graine de folie qui est pas ma graine que j'active en général, ça serait soit d'organiser un événement plus grand avec des speakers ultra inspirants, ça j'adorerais, qui allient et business et développement personnel. Et ou alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est organiser des événements, mais en comité très restreint, sur plusieurs jours, où on est par exemple dans une jolie maison tout ensemble, et qui nous permettrait de connecter plus en profondeur et de travailler aussi plus en profondeur sur nos différentes entreprises. Ça, j'aimerais bien être, en tous les cas, celle qui organise ce type de projet. Eh ben, c'est des beaux projets. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu n'as pas encore partagé et que tu aimerais rajouter pour conclure cet échange? Non, je pense que je me suis livrée et, et si en tous les cas ça a pu inspirer les personnes sur le fait que il y a, en fait, il y a deux types d'entrepreneurs et quand je l'explique aux personnes dans tous les cas qui sont dans ma communauté et qui rejoignent la profession d'OBM, il y a des entrepreneurs qui sont visionnaires, c'est des entrepreneurs qui ont besoin d'être sur le devant de la scène, de beaucoup communiquer, qui ont 1000 idées à la minute, mais qui savent pas nécessairement comment les mettre en action. Et puis, il y a des entrepreneurs qui sont intégrateurs. Et ça, c'est plutôt mon profil à moi. Et souvent, les personnes que j'accompagne, elles se disent qu'elles sont pas des entrepreneurs aboutis parce que elles s'épanouissent dans les coulisses, parce que elles n'ont pas cette envie, en tous les cas, d'exposition. Et en fait, c'est quand même un profil d'entrepreneur qui est ultra important et que s'il n'y avait pas ces entrepreneurs intégrateurs, il n'y aurait pas autant de beaux projets, de beaux succès en tous les cas dans l'entrepreneuriat francophone. Donc, j'aimerais qu'en tous les cas, les personnes qui se reconnaissent dans ce profil-là d'entrepreneur se disent qu'elles ont énormément de valeur et énormément de choses à apporter et qu'elles peuvent aussi impacter à leur manière, même dans les coulisses. C'est très vrai. Derrière tout entrepreneur, il y a une équipe, que ce soit une équipe de salariés ou de freelance, et que ben, sans ça, les sociétés n'auraient pas de vie en fait. Et le visionnaire n'est pas forcément un bon intégrateur non plus. Exact. Eh ben, c'est un très joli mot de la fin. Merci à toi pour ce bel échange et pour cette belle authenticité. Et puis, bah, écoute, au plaisir de te recroiser prochainement. À très vite. Merci À Sandy. très bientôt. Au revoir.